Bon, bonjour à tous, c'est François. On se retrouve pour un nouvel épisode d'Apéro Auto. Et cette fois-ci, on va parler quasi exclusivement de voitures anciennes, de voitures, beaucoup d'anglaises, donc de choses qui marchent très très bien. Non, mais je taquine. Donc, je vais commencer en ordre anti-horaire. Celui que je connais le moins bien, Monsieur Igor Bietri, grand journaliste, beaucoup collaboré à LVA, réalisateur de nombreux exploits qu'il va aborder, speaker aussi très connu de nombreux événements de voitures anciennes. Et puis, quand on discute quand même globalement avec pas mal de gens qui sont fans de voitures anciennes, ils le connaissent de nom, de voix et souvent de tête. Non, c'est vrai, si, parce que j'ai parlé de toi plusieurs fois, on m'a dit ouais, mais qui c'est qui connaît pas Igor Bietri? Bien, chef. Donc voilà, ça sera le premier. Le deuxième, je l'ai rencontré dans une autre vie professionnelle. Et puis, il m'a supporté en tant que fournisseur partiel. Et puis, on a discuté, on avait les mêmes névroses, les mêmes envies. Il aime beaucoup les Anglaises, moi aussi. Il s'appelle Arnaud Couturon. Il a l'Union Jack derrière lui, il l'assume. Donc, il s'occupe des événements pour la marque Lexus au sein du groupe Toyota, si je ne dis pas de bêtises, dorénavant. Et puis aussi, il a beaucoup écrit, un petit peu journaliste, et puis surtout, il met beaucoup les mains dans la mécanique. Et il y va, il aime, il sait tout réparer, il fait de la sellerie, des trucs, comme c'était un peu mon métier avant, je dis qu'il est plutôt fort. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui sait tout faire, c'est un intelligent manuel. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. On a Ah bah oui, c'est très bien. je Mais ah bah elle est adorable. Non, je non, l'ai ah là, laissé. attends, Alors, je sais attends. pas si elle va rester, mais bon, pour l'instant, Ah elle est mais là. C'est mon assistante, donc elle est bienvenue. Elle est bienvenue. hop, là, t'as Sans une queue aucun. qui passe. Hop. Non, mais je pense qu'elle va pas rester. Non, mais c'est pas un souci, c'est bien. Non, 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 je n'ai aucun problème. C'est plutôt sympathique. Et le troisième, et non le moindre, mon ami Roland Crouzet, qui ne travaille pas dans l'automobile, qui travaille pour Monsieur Whirlpool. Il est directeur commercial. Enfin, il a un gros poste de chef, donc avec les emmerdes qui va avec. Et pour se détendre les neurones, il achète, il revend, il roule beaucoup. Il participe à énormément d'événements de voitures anciennes. Il a un frère que nous avons déjà reçu qui fait des super dessins et des super produits dérivés. Et bon, il a quand même un gros problème, c'est-à-dire qu'il aime bien Citroën, y compris toutes les grosses Personne n'est merguez. parfait. Hein. Ouais, toutes les grosses merguez. Il préfère même déjà que naturellement, Citroën, c'est quand même des grosses merdes. Non, mais ceux qui ne me connaissent pas savent que je taquine toujours tout le monde sur tout. Hein. De toute façon, il n'y a pas de… Les Allemands, les Anglais, tout le monde y prend. Mais bon, il a eu de la BX4TC, de la GSB Rotor, enfin du lourd, Okay, ouais. du lourd, de la Visa GTI pour le Vulgus Pécus. Mais quand même, il est fort, l'animal. Il est fort. Et puis, il aime bien aussi Porsche. C'est-à-dire que voilà, donc il est de la catégorie des mecs qui aiment bien ce que tout le monde aime bien. Alors, il aime bien aussi les petits chats, parce que normalement, il fait tout ce qui fait de l'audience. Citroën, Porsche et petits chats. Et je vais donc commencer. Ça n'est pas du tout dans l'ordre. Je l'ai prévenu pour qu'il se prépare. Non, je déconne. C'est mon Arnaud. Et d'une histoire où il était obligé de bricoler dans des caves. Et il avait déjà… une Jaguar, deux Jaguars, et puis il bricole, et puis il fait, je ne sais pas pourquoi il avait du Décapex. Redis-moi pourquoi tu avais du Décapex à la portée de la main. En fait, je restaurais ma XK120, donc j'avais séparé le châssis de la caisse et j'attaquais le décapage de la caisse. Et donc, j'avais essayé un peu tous les systèmes et donc, pour que ça soit génial, j'avais surtout acheté un bon décapant. Et donc, je badigeonnais le décapant sur la caisse de la XK. Après, avec une belle spatule, j'enlevais le décapant avec la peinture. Je le mettais soigneusement dans un sac plastique qui était posé par terre. Et derrière moi, il y avait une Daimler que je venais d'acheter, flambant neuf, pour partir en vacances avec les enfants et tout ça. Et donc, pour finir le travail, j'avais trouvé la meilleure idée de mettre un beau disque 3M au bout de ma perceuse et de passer avec ce disque pour vraiment finir le travail. Et donc, j'avance avec ma perceuse sur la caisse, etc., etc. J'avais bloqué la poignée pour que ça soit plus efficace. Et puis, j'avance, et la prise se débranche. Alors, je me dis, oh, ben, quel con. Donc, je pose la perceuse par terre. Je vais à l'opposé de la voiture reprendre la prise. Je la branche. Et quand je la branche, je me dis,
je pense que je fais une connerie. Et à ce moment-là, je regarde la perceuse qui se remet en marche, qui roule, je me dis, mais c'est pas possible. Elle roule vers le sac plastique dans lequel il y avait toute cette espèce d'amalgame de peinture et surtout de décapant. Elle rentre dans le sac, elle déchique le sac et elle me met une espèce de, c'est comme dit Coluche là, une espèce de projection de décapant sur toute la Daimler. Et là, je me dis, putain, ma voiture. Donc, au bout d'un moment, le temps que ça monte au cerveau, je le débranche. Et là, je courais dans tout le garage pour essayer de trouver un seau d'eau, pour essayer de nettoyer, etc., etc. Mais si tu veux, ce qui est marrant, c'est qu'en branchant, je m'apercevais que je faisais une belle connerie. Mais avant que ça monte au cerveau, tu vois, parfois tu es un peu embrumé. Et c'était assez pitoyable. Heureusement, la voiture n'a pas eu grand-chose. Mais je l'ai nettoyée, je l'ai polichée. Enfin, j'ai passé la fin de la journée à la nettoyer, quoi. Alors, moi, je vais vous expliquer. Mon rebond, il n'est pas super évident. Parce que Igor, je l'ai tanné pour qu'il me donne des idées d'anecdotes et il m'a envoyé 3 mots à chaque fois. Donc, j'ai choisi au feeling. Donc, il m'a mis, alors je note, il m'a mis départ. Quand ils ont fait leur petite balade à 3 avec ses 2 camarades, il donnera le détail en motobécane. Il m'a dit départ de Paris compliqué. Donc, je me suis dit, il y a un truc qui pue. Ouais. Donc, je joue sur ce rebond en me disant, il y avait un truc compliqué avec Arnaud. Alors, je subodore soit le froid et l'équipement, soit quelque chose qui ne marche pas, parce que je sais que Thierry a eu quelques soucis techniques aussi après. Donc, Thierry Dubois. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que, donc, pour resituer l'histoire, après nos 2 aventures automobiles avec Joséphine, la Juva 4, et Félicie, la Peugeot 202, on est toujours en cours d'aventure en train de réfléchir à la prochaine connerie, en fait. Et la connerie en question, c'était alors, c'est pas ni de refaire, ni d'égaler, ni quoi que ce soit, c'est plutôt de commémorer, de célébrer plus exactement des records passés. Et en l'occurrence, il y avait ce fameux record de Jojo Monneray qui avait fait avec ses fils, qui avaient 17 ans à l'époque, un Paris-l'Alpe d'Huez avec la toute nouvelle, la flamboyante Motobécane D45 en 48. Donc, ce petit poney-là marche assez mal, il faut bien le dire, déjà à l'époque. Et nous, n'écoutant que notre courage, on s'est dit, on va faire cette connerie. Et donc, on est parti de Rétromobile, le mercredi soir de Rétromobile, donc cette année, équipés comme des cosmonautes, on aurait dit les Daft Punk un peu. Ouais, et nous sommes partis. Voilà. Et pour faire plaisir, il y a un des journalistes de la chaîne Automoto qui m'avait dit, écoute, si tu veux, on va te faire un sujet. Et j'avais dit, écoute, j'ai une 4e moto dans le camion, je te pose la moto par terre et c'est parti, tu nous accompagnes jusqu'à la porte d'Orléans. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme il fallait. C'est-à-dire qu'en fait, les 4 motos sont tombées en panne devant le Palais des Sports, en fait. Et donc, ça a été assez compliqué. On a réparé comme on a pu. Ça a été une galère absolument noire. Et c'est vrai que moi, j'aurais eu 20 litres de kérosène et une allumette, je foutais le feu à tout ça et je rentrais chez moi, quoi. Surtout qu'en plus, on avait une crève épouvantable. Enfin bref, c'était départ très, très compliqué. Et on est parti de Paris, parce que Paris, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en 48, il n'y avait pas autant de feux rouges, hein, c'est clair. Et bilan de l'opération, on était arrêtés en permanence dans notre élan, et Dieu sait s'il était faible. Et bilan de l'opération, il calait, les allumages se déréglaient, c'est une catastrophe. On finit enfin par sortir de Paris et on se retrouve tous les trois mecs en tobec, on se retrouve tous les 3 sous le pont d'Orly. Il était 23h, 23h30, habillés en Daft Punk. Et là, je pense que tous les wesh-wesh qui passent d'habitude sous le pont d'Orly avec leur BM, le coude à la portière, quand ils ont vu ces 3 fous furieux-là, je pense qu'ils doivent s'en rappeler, ils doivent en parler encore en disant « il faut absolument que j'arrête cette drogue-là, elle n'est pas bonne du tout pour moi ». Bon, d'accord. Oui, en effet, c'était pas mal. Mais pourquoi, je suppose que vous aviez quand même préparé les bécanes. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez autant de soucis par rapport à ça? T'en as une qui déconne, etc. Mais tout en même temps, c'est fou quand même. C'était absolument incompréhensible.
absolument incompréhensible. Le signe indien. Non, mais c'était incroyable. Bon, une, effectivement, mais deux, mais trois, et la quatrième qui se met aussi en rideau. Tous des petits trucs. Alors, en fait, je pense que ces motos-là n'aiment pas du tout être transportées. Donc, évidemment, nous, notre camp de base, c'est Rochefort-sur-Mer. Et donc, est-ce qu'on avait laissé trop d'essence dans les réservoirs, etc. Ça a dû générer des choses au niveau des carburateurs. Et carburateur fait le con, du coup, engendre un certain nombre de problèmes, de bougies, etc. J'avais quand même réussi à faire le truc, c'est-à-dire qu'on avait un camion rempli de glingues, de compresseurs, machin, etc. J'avais juste oublié un outil, la clé à bougie, qui est très spécifique. Donc, ça a été une galère absolument incroyable. On est arrivé à Fontainebleau, il était 1h30 du matin. Ces cons-là m'ont abandonné en plein milieu de la forêt, j'avais pas d'éclairage. J'avais qu'une peur, c'était de me prendre un sanglier dans les gencives. Ou un camion plutôt aussi. Non, parce que là, j'étais en pleine forêt. Donc, en plus, ayant travaillé à la ville d'Auto, donc à Fontainebleau, je connaissais très, très bien cette route-là. Et j'avais très, très peur, effectivement, qu'une famille de blaireaux ou un cerf traverse devant la petite motobec. Alors, on m'a dit qu'elle faisait beaucoup trop de bruit pour que les animaux traversent. Et une fois que nous sommes arrivés, enfin, sains et saufs, à l'hôtel, sur le parking de l'hôtel, en fait, c'était un code, un petit boîtier à code, et le petit boîtier. Donc, j'avais le code. J'étais très content. J'avais bien organisé le truc. J'avais un code à chiffres. Non, j'avais un code à lettres. Et le petit boîtier, il n'y avait que des chiffres. Donc, il était 1h30 du matin, il faisait -1. On était frigorifiés morts et j'avais pas le moyen d'entrer dans l'hôtel. Et en fait, coup de chance pour nous, on a des jeunes qui font la fête dans l'hôtel en question. On leur dit, les gars, donnez-nous le code, donnez-nous le code. Et puis en plus, ils nous ont vus, encore une fois, en combinaison de cosmonautes et tout. Ils se sont dit, ceux-là, ils sont beaucoup plus faits que nous, quoi. Et tout ça pour apprendre en fait que le lendemain, c'est le portillon qui était sur le côté, qui était tout à fait ouvert. Il n'y avait plus qu'à aller à la réception. Bon, donc on parle de fraîcheur et je vais repartir sur mon ami Roland parce que Igor parlait de temps un peu frais et ça me fait penser à une chose dont tu m'as parlé, c'est-à-dire une belle GS que vous avez achetée. Vous avez fait beaucoup de choses avec et vous avez fait surtout la phare hivernale. Et voilà, autour de cette auto-là, il y a un ou deux trucs à raconter. Il y a surtout une photo assez originale sur la neige. Oui, alors cette GS, c'est une GS qui revenait de loin. Mon frère, à cette époque-là, travaillait dans une concession Citroën et comme beaucoup d'autos, début des années 2000, elle allait partir à la casse en reprise. Alors, une belle GS 1015, premier modèle, le tout petit moulin super puissant, le petit 4 à plat qui tire 55 chevaux. On ne pouvait pas laisser partir cette belle auto de mamie. C'était une première main de grand-mère à la poubelle. On achète ça une fortune, je me souviens plus du prix, je suis pas très bon sur les détails, mais enfin ça devait friser quelque chose comme 200 balles, des euros déjà quand même, hein, faut pas exagérer, mais c'était vraiment la misère. On n'a pas pu résister. Souci de cette voiture, bon nous on était jeunes et fous, et on voulait quand même une auto qui ait de la gueule. Alors on a fait un peu comme Arnaud, on s'est lancé dans la peinture, on n'a pas été très bon, heureusement on a eu de l'aide d'un camarade, on s'est lancé dans la peinture en plein été en Provence, 40 degrés à l'ombre pour diffuser de la peinture avec un petit compresse. C'était une catastrophe. Heureusement qu'on a des amis un peu pros qui sont venus nous aider. On a fait une jolie déco façon Rallye du Maroc. Rallye du Maroc 75 ou 16, je ne sais plus. Et qui était tout à fait adapté pour aller rouler dans la neige. Donc on a participé à quelques éditions de la phare hivernale avec cette GS décorée façon Rallye du Maroc. C'est la belle livrée bleue, bleu AC 615, je crois, je ne sais plus. Bleu, toit blanc, des gros autocollants Euro-Occasion sur les portes et le capot. Et on allait rouler dans la neige et puis évidemment on était super équipés avec des pneus XS qui devaient avoir l'âge de la bagnole, 50 piges, tout craquelé, tout sec. Surtout sur la neige, sur le froid, c'est bien quand tu as des pneus qui sont bien durs comme du bois. Dans l'organisation, il avait bien stipulé qu'il fallait des pneus neige, mais comme le départ était sur le sec, on a réussi à négocier qu'on partait avec les pneus d'été, on va dire, hein, enfin toute saison. On mettrait les clous plus tard, mais comme les clous étaient à peu près dans le même état d'usage et ils étaient durs comme du bois, bon, je ne savais pas ce qui était de pire entre glisser sur des clous de 50 piges ou on a gardé les pneus. Et c'était la révélation, une grande histoire d'amour qui a commencé avec cette auto, parce que sur la neige avec des pneus secs, c'est pas une légende, ça passe à vraiment partout cette bagnole. On a eu des conditions abominables, c'est-à-dire ce qu'on préfère quand on va rouler sur de la neige.
On a eu en altitude des congères, des passages avec vraiment une belle épaisseur de neige, dans lesquels les mecs qui avaient vraiment du talent, les mecs en propulsion, restaient tous tankés, les Ford Escort, etc. C'est une région dans laquelle il y a vachement d'amateurs de Ford Escort et de ponts rigides. Donc les mecs aiment bien la glisse et ils ont un sacré coup de volant. Mais quand ça veut pas, ça veut pas, quoi. Une bonne propu, même bien équipée, sur la neige, quand il y en a trop, bah, tu t'écrases dedans. Et la petite GS, malheureusement, passait avec ses bonnes suspentes hydrauliques et ses vieux pneus bien secs. On a vraiment des super souvenirs de cette auto. Même s'il y a un ou deux endroits, il y avait tellement de neige qu'on a dû chaîner, c'est dire. Mais, Et la porte. Ouais, alors ça, c'était une autre édition parce qu'on a fait plusieurs éditions de la Phare hivernale avec cette voiture. Et dans une des éditions, on passe sur une espèce de petit circuit fermé en bas d'une station. C'était sympa, la route était fermée, alors on s'en donnait à cœur joie. On était à Donf, mon frère était au volant, il y a un photographe qui immortalise une belle glisse. On avait quand même changé les pneus à cette année-là. On avait des pneus des vrais pneus. Mais sur un beau passage en glisse, on a la porte arrière qui s'est ouverte dans le virage. La caisse était peut-être un peu attaquée par la corrosion, je sais pas, bon, c'est un peu tordu. Bon, la porte arrière s'est ouverte, on a une roule pas les Citroën. Porte arrière ouverte, pas de problème. Quand on a remis la voiture droite, la porte s'est refermée quand on a continué. Je ne sais plus qui c'est qui racontait une anecdote aussi. Je crois que c'est Delcourt qui fait une spéciale de rallye aussi avec la porte arrière ouverte et à chaque appui, bon, ça allait un peu plus vite. Et il y avait le copilote qui s'était détaché, qui tenait la portière. Ils ont fini la spéciale. Il a fait 2 ou 3 quand même avec la porte arrière qui était ouverte sur une grosse auto. Donc tu vois, la comparaison, elle est sympathique. Ouais, les flatteuses, ça me plaît bien avec Delcourt. Mais bon, à part ça, à part la porte ouverte, il n'y a rien à voir. Bon, mais là, tu vois, on parlait d'auto extrêmement fiable. Et peut-être la meilleure chose qu'on m'ait raconté dernièrement, c'est Arnaud qui me l'a raconté, parce qu'en plus, c'est sur une voiture aujourd'hui qui vaut un peu dessous, qui est derrière, là, sous la bâche, tout derrière lui. Et qu'est-ce que tu devais changer comme pièce, le démarreur ou l'alternateur? C'était quoi l'objectif? Non, mais j'étais un peu dérangé là, tu vois, c'était sur mon îlet. Toujours. Ouais. Non, sur l'îlet, je voulais supprimer les fuites d'huile du moteur. Ah oui. Alors déjà, c'est une démarche intellectuelle un peu sur une anglaise, oui. Ouais. Et donc, derrière le dumper, tu as un joint spi au niveau du vilebrequin et qui fuyait. Et donc, je m'étais mis en tête d'enlever l'écrou du vilebrequin, d'enlever le dumper, d'enlever le joint spi, de le décaler comme il faut pour pas qu'il soit dans la gorge qui a marqué le vilebrequin et que ça fuit plus, tu vois, le truc. Attendez-vous au pire. Attendez-vous au pire quand même. Hein. Attendez-vous au pire. Et là, je me dis, en une journée, c'est fait, plus de fuite, ça va être top. Et donc, j'avais essayé de trouver la douille parce que c'est des grosses douilles. Hein, cet écrou, il est quand même costaud. Donc, je trouve la douille chez un garagiste qui fait des camions, qui me prête la douille. Donc, j'enlève le radiateur, j'enlève tout devant la voiture, je mets ma douille, je mets une clé à cliquer et voilà. Bon, avant ça, évidemment, on m'avait dit il faudra que tu bloques le vilebrequin parce que sinon, tu fais tourner le moteur et tu n'y arriveras pas. Donc, j'avais enlevé le carter moteur et j'avais mis, pas un truc métallique parce que je voulais préserver quand même les choses, j'avais mis le manche du maillet sur le vilebrequin contre la paroi du bloc moteur, tu vois, pour bien bloquer. Et donc, j'essaye une fois, j'y arrive pas. Je dis, oh putain, j'y arrive pas. Là-dessus arrive un copain anglais qui me dit, mon petit Arnaud, tu vas voir, il faut une grande perche parce que comme ça, on aura plus de force. Alors, on va chercher une grande perche, on la met sur la clé, on arrive à un truc à 2 mètres de long, tu vois. Et là, j'y arrive tout seul, j'y arrive pas. Il me dit, t'inquiète pas, je vais t'aider. La plupart du temps, ça fait un petit bruit métallique quand ça s'en va. Et généralement, quand tu entends le petit bruit métallique, c'est bon signe, c'est que ça s'est dévissé. Donc, on y va et on prend les deux et on force et on force et on force. Et à un moment, on entend un cling. Et là, mon copain me dit, tu vois, c'est bon. Et je lui dis, non, je ne crois pas parce que j'ai vu quelque chose tomber et je ne pense pas que ça soit le maillet. Et là, je prends ma baladeuse, je descends vers le bloc moteur et il y avait un trou qui était grand comme ça. Alors, j'ai gardé la pièce, une partie de la pièce. En fait, le maillet avait cassé le bloc. Il avait
cassé la paroi du bloc. Et donc, le bloc était bon à mettre à la poubelle parce qu'il y avait un trou qui était grand comme ça. Et donc, évidemment, au niveau du plan du joint du carter, donc là, j'avais gagné ma journée. Donc, le moteur fuyait plus, là, c'est sûr. Il n'y avait plus d'huile. Mais il est parti à la poubelle. Donc, il a fallu changer les pistons, retrouver un bloc déjà. Et évidemment, alors donc, il fallait changer d'amis anglais en même temps de moteur. Il fallait changer. Et alors, tu fais toujours ça quand tu as un timing serré. Parce que j'avais prévu donc de refaire le moteur pour mon mariage qui était dans un mois après. Et donc, je m'étais dit, bon, voilà, comme ça, ce sera parfait. Donc, il a fallu retrouver un moteur, un bloc moteur, remettre les pistons, remonter tout. Enfin, sans parler de l'argent que je n'avais absolument pas prévu de dépenser autant d'argent sur ce moteur. Enfin, du coup, c'est la première fois que je l'ai confié à un mec en Angleterre qui s'appelait CES, un type qui s'appelait Greg, qui était un type extraordinaire, mais qui nous a quittés malheureusement, et qui m'a fait un moteur qui marche toujours à nickel aujourd'hui. Bon, voilà, donc le bonheur du véhicule anglais. Alors moi, je vais me retourner vers Roland, on va retourner vers les véhicules allemands. Tu m'as dit que tu me parlais d'une BM qui vous a fait des petites… Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais des aventures de nuit après un rallye nocturne avec la BM que vous aviez acheté. Ouais, c'est pareil. Alors, c'est une vraie histoire d'allemande parce qu'à la base, mon frère repère dans le gratuit de l'époque, hein, c'était avant le Bon Coin, c'était une époque vraiment lointaine, repère une petite 924 mignonnette. Personne n'en veut toujours aujourd'hui, mais à l'époque, personne n'en voulait encore moins. Mais repère une petite 924 à vendre sur Marseille, pas loin d'Aix où on est originaire, et puis on appelle, on va voir cette petite 924, et à côté de la 924, il y avait souvent une couche de poussière monumentale, une très jolie berline Neue Klasse, une 1800, une beauté, avec une peinture fanée, des jolis chromes, une belle berline, j'adore ça, des fauteuils en crin, un grand cerceau en bakélite, c'est énorme. Donc je confirme quand même, parce que quand vous verrez les photos de la BM, il faut quand même avoir des gros problèmes psychologiques pour trouver que c'est beau quand même. Enfin bon, ça c'est beau. Bijou, une merveille comme on aime les trouver, une vraie sortie de grange. Et donc on l'a sortie de la grange. D'ailleurs, je crois que j'ai confié la mission de la ramener à la maison à mon frère. Je crois qu'elle était tractée quelques kilomètres. Maintenant, il y a prescription, on peut le dire, mais elle a dû faire, je crois, une bonne partie du trajet avec une barre. Parce qu'évidemment, elle n'avait pas tourné depuis un paquet d'années. Et ça me fait un deuxième point commun avec Arnaud, parce que l'ABM est passée à la case peinture. Enfin, on va dire, on a essayé de la repeindre, mais là aussi, on s'est ensuite appuyé sur des amis. Et puis, j'ai aussi une jolie casse moteur, puisque mon frère est un peu plus aventurier que moi en matière de tests automobiles, et il a réussi un jour à péter le moteur de cette pauvre voiture qui n'avait rien demandé. Et une fois le moteur refait, qu'on a confié à un vrai professionnel, coup de bol, on avait un moteur qui traînait, un moteur BM qui traînait là, qui a été refait avec passion par un ami amateur. Et on a fait pas mal de rallyes, mais en fait, la première sortie après la réfection du moteur, on avait changé le moteur, on était content, la voiture fonctionnait mais super bien, elle était en rodage, mais ce petit moteur BM est vraiment très agréable. On avait changé le moteur, mais là encore, pas les pneus. Et les pneus avaient là aussi 40 ans. On a fait, mais je ne sais pas comment on a fait pour rouler pendant tout un week-end à Donf, dans les Alpes, avec des pneus, mais comme du bois, mais vraiment comme du bois. Mais tout s'est bien passé, on était vraiment complètement inconscients. Et en fait, sur l'autoroute du retour, de nuit, dimanche soir, un peu fatigué, on entend un bruit de roulement, bloum, 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 bloum. On commence à s'inquiéter, qu'est-ce que c'est, machin. Bon, on avait envie de rentrer à la maison, on venait de se taper un week-end à faire les douaves. Bon, roule, c'est un roulement, c'est quelque chose, bon, c'est pas, bon, puis bloum, 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 bon, subitement. Sur un raccord de pont, on double une voiture qui nous précède, et puis pendant qu'on la double, il y a une explosion, mais abominable, en pleine nuit, de la poussière de partout, on avait l'impression d'avoir explosé le moteur. Il y a une station-service, on se rabat en catastrophe devant la bagnole qu'on venait de doubler, le mec doit se souvenir de ça. On arrive à la station-service, de nuit, on ne voyait rien, on fait le tour de la voiture, on ne comprend pas, d'abord, le moteur tourne, ralenti parfait, et puis on fait le tour de la voiture, on regarde, et là j'ai l'aile avant droite qui est tordue, j'ai plus d'enjoliveur, j'ai mon enjoliveur de bas de caisse qui a disparu, et on ne comprend pas ce qui s'est passé. Le moteur tourne, les 4 roues sont là,
Bon, on était un peu fatigués, c'était la nuit, on ne voyait pas grand-chose. Bon, on ne comprend pas ce qui s'est passé. On a dû rouler sur quelque chose, je ne sais pas. On remonte dans la voiture, on repart, bloum, 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 le même bruit. On ressort, on regarde un peu mieux le pneu et en fait, toute la bande de roulement s'était complètement arrachée. Alors, il restait le flanc du pneu, c'était extraordinaire. Tout le flanc du pneu était encore accroché au pneu et la bande de roulement s'est arrachée. On était sur la toile métallique, vraiment, vraiment sur la toile. Bon, on a fait un truc qu'il ne faut pas faire. Je ne sais pas, il y a des gens qui nous écoutent, mais il ne faut vraiment pas faire ça. On était à 5 km de la maison. On est sorti de l'autoroute, il y avait une sortie et on a roulé à la maison sur la pente de roulement. On n'avait pas envie de changer le pneu, on a changé le pneu après, c'est pas possible. Bon, voilà, c'était une petite anecdote. C'était pas prêt. Bon, enfin, en tout cas, ça a servi de leçon parce qu'on avait déjà commencé à entasser d'autres ferrailles à la maison, mais suite à ça, j'ai changé tous les pneus de toutes les voitures quand même. Mais là, c'était pas prévu, mais Arnaud, il faut que tu racontes parce que Arnaud, on a discuté un peu pour préparer l'émission et puis il m'a raconté tout plein de trucs et après on a un peu piqué, on a choisi. Mais donc je peux pas passer à côté du truc. Le hasard est trop bon parce que en fait, Monsieur Couturon, qui est quelqu'un de très bien, tu vois, il a une belle chemise, il a l'air comme ça extrêmement sérieux et il m'a raconté dans sa prime jeunesse qu'il avait tendance à sortir de l'autoroute pour ne pas payer le péage. Raconte-nous, à vous, confesse-toi, tonton François, et Igor et Roland, s'il te plaît. Ouais, c'était quand tu es étudiant, tu vois, as toujours des paris à la con quand tu pars au sport d'hiver. Et donc, le but, c'était d'arriver au sport d'hiver avec le maximum de tickets de péage, pas payés, évidemment. Et donc, ça nous a amené à des situations hallucinantes. Avec, entre autres, on revenait du sport d'hiver, on arrive sur Paris le matin, comme toi, un peu glauque, tout le monde dort dans la 205. Et puis, moi, je dis, ouais, il y a une sortie. Donc, on ralentit, on s'arrête sur la voie d'urgence, marche arrière, tout ce qu'il ne faut pas faire. Et en effet, il y avait une sortie avec un petit monticule en gravier. Et derrière, il y avait une esplanade avec une belle porte ouverte qui menait sur les routes de la campagne. Et donc, le chauffeur qui devait un peu dormir lui aussi enclenche la marche arrière, il ne prend pas assez d'élan, il passe, et quand on franchit l'espèce de monticule, évidemment, la voiture se pose, pof, les 4 roues en l'air, et là, panique, on se dit, putain, les flics vont arriver, l'horreur, merde, putain, donc on réveille tout le monde. Alors, nous voilà tous sortis de la voiture, en train de gratter, tu sais, les graviers pour essayer de rabaisser la bagnole, etc. Au bout d'un quart d'heure, on arrive enfin à pousser la bagnole et on est sortis comme ça. Mais bon, après, moi, une fois avec ma moto, j'avais pas voulu payer le péage et donc sur une station-service, je vois un fossé avec un petit pont vachement bien. Je dis, bon, avec ma moto, c'est une tout-terrain. Je passe sur le pont, nickel. Sauf que je passe sur le pont et la moto, c'était une XC, cale sur le pont. Et donc là, t'es con. Donc, je commence à pencher et là, ta jambe, elle n'a rien. Donc, en fait, j'ai penché, j'ai sauté et j'étais là comme ça en train de soutenir ma moto. Et là, tu as le sac évidemment qui tombe, ta moto, et là, tu te dis, putain, mais si quelqu'un te voit faire ça, j'ai mis 2 heures à sortir la moto. Enfin bon, tu vois, tout ça pour avoir un ticket gratuit et pas payer les péages. On en fait des belles conneries, ouais. Bon, moi, je vais en raconter une toute petite parce que, pareil, ça me vient comme ça, c'est sur l'histoire de bande roulement. Dans ma jeunesse, je roulais qu'avec des voitures à 500 francs, parce que c'était à l'époque, et j'avais acheté une Austin Metro, Rover peut-être même, Metro Vandenplasse. Attention, 2 tons gris, toit ouvrant, intérieur cuir, magnifique. Et elle était montée en pneumatique exceptionnelle, elle était montée en TRX. 165-60 par 315, je me souviens encore du truc. Et donc, ça valait le prix de la voiture de mettre 4 nœuds. Et je l'avais acheté à un copain qui faisait du commerce de voitures. Il l'avait eu dans un lot et la voiture, à mon avis, vous allez comprendre pourquoi, avait été immobilisée longtemps. Je commençais à bosser chez Carrefour, je circule. Et pareil, je prends l'autoroute et pareil, une explosion. Et puis, ça vibre. Et je m'arrête et la même chose que toi. La bande de roulement, en fait, la voiture avait été stationnée, donc ça avait fait un plat avec la vibration et ça s'était décollé. La bande de roulement était totalement arrachée et pareil, ça avait ça avait arraché l'intérieur de l'aile et j'avais le pneu complètement arraché. Et bien sûr, je vous confirme que je n'avais pas de roue de secours, donc ça, c'était très, très détendu. Donc ça, c'était pour ma petite anecdote à moi. Et puis, la dernière,
pareil, je suis sûr que ça va être bien. Et il m'a dit, on m'a pris pour Saint-Exupéry. Enfin, il a dit Saint-Ex, donc j'ai supposé que c'était Saint-Exupéry, parce que comme j'ai déjà vu en photo avec le blouson et le chèche blanc, ça fait vraiment l'image de Saint-Ex. Donc, c'est dans l'aventure Joséphine, il va nous expliquer qui était plus exactement Joséphine. Pas de Beauharnais, mais qui était une jeune fille aussi qui faisait beaucoup de bruit avec son moteur. Et Là, en l'occurrence, voilà. la référence c'était Joséphine Baker, en fait, la référence de cette voiture. Alors, effectivement, ça a été une voiture assez mythique pour nous, puisque la Juva 4, c'est une petite voiture populaire que vous connaissez tous, et c'est vrai que généralement c'est plutôt une petite commerciale, le petit break. Et je vais chez un ami, en l'occurrence Jean-Jacques Lesage, qui faisait partie du Quatuor qui a joué. Lui, c'est un passionné de Renault de course, donc Renault 5 Turbo, berlinette Alpine dans toutes les motorisations possibles, R8 Gordini, R8 S, des monoplaces, Formule Europe, etc., etc. Donc une collection assez incroyable, et en mezzanine, à peu près 450 voitures à pédales des plus belles factures. Et donc, on passe devant cette petite voiture qui est complètement en sortie de grange, et il me dit tiens, regarde, je viens de rentrer cette petite voiture, c'est rigolo. Et je dis oui, effectivement, c'est sympa, une petite Juva 4. Et dans mon fort intérieur, je dis ok, c'est une Juva 4. Et on continue. Et le sournois me connaît, et la fois d'après, je repasse devant la voiture. En fait, Igor, je t'ai montré, regarde, il y a une. Oui, j'ai vu, Juva 4, ok. Oui, mais regarde, ça a fait un record à Montlhéry. Et là, c'est ce que je dis dans le film, en fait, je m'arrête, mais net. Je me retourne, il me montre le catalogue très fièrement, où il y a marqué 107 820 de moyenne pendant 50 heures, la nouvelle Juva 4 1938 à Montlhéry. Et là, je le regarde droit dans les yeux et je lui dis bon, bah, on va le faire. Et alors, un moment d'hésitation, disant il plaisante, il déconne, non, il est fou. Et donc là, je prends mon téléphone et j'appelle un certain Thierry Dubois. Et allô Thierry, on va faire un record. Alors j'entends, ouais, mais tu sais bien, j'ai du boulot. Mais oui, bien sûr, évidemment, bon, bien sûr, on va le faire. Bon, ben, à plus tard, je t'embrasse. Hop, je raccroche. Jean-Claude Amillard, Autorétro, pour ceux qui ne connaissent pas. Allô JC, j'ai une petite voiture pour faire le con à Montlhéry, est-ce que ça te dit? Oui, c'est bon, avec son accent toulousain. Donc j'avais les 4 pilotes, j'avais la voiture, et il me manquait juste le décor, en l'occurrence c'est le circuit de Montlhéry. Et donc je continue, tout dans la même truc, je fais le numéro de téléphone d'Olivier Sylvain, donc qui est le patron des événements sur l'autodrome. Je l'appelle, et ah mince, je tombe sur sa messagerie. Bon, ben, tant pis, je la rappellerai demain. Je lui laisse quand même le message, on dit voilà, rappelle-moi, j'ai une énorme connerie à te proposer, si ça t'intéresse, rappelle-moi, c'est urgent. Et le lendemain matin, je reçois un appel, et il me dit bon, écoute Igor, il faut absolument que tout soit clair, évidemment, on vous attend. On trouve ça génial, j'en ai parlé à toute l'équipe, et on n'a qu'une idée, c'est de venir vous voir jouer avec cette petite Joséphine. Les voitures, moi j'aime bien leur donner des noms, les voitures, les motos d'ailleurs, et c'est JC qui a trouvé que le nom de Joséphine Baker pour une voiture de 1938 avait quelque chose de tout à fait sympathique, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est une dame qui certes dansait avec de jolies bananes autour d'elle, mais qui surtout était une grande résistante, a fait énormément pour la femme, pour beaucoup de grandes causes, et donc on trouvait tout à fait sympathique de faire rouler cette voiture en fait en son hommage. Et c'est vrai que je reviens du coup à ce fameux Saint-Exupéry, parce que là c'est vrai qu'il a beaucoup digressé. Non, en fait c'est parce que on s'est donc retrouvé avec cette voiture pour rouler à Montlhéry dans le sens des records, donc dans le sens anti-horaire, et on nous a autorisé à rouler aussi durant la nuit. Donc on était vraiment la petite équipe dans l'espèce d'espace Motul que vous connaissez peut-être forcément d'ailleurs si vous êtes des amateurs de Montlhéry, au bout des stands, et donc on tournait sur le circuit uniquement sur l'anneau, évidemment, comme ça avait été fait à l'époque. Et de nuit,
les phares d'une Juva 4 sont quand même pas des trucs extrêmement efficaces. Et on était obnubilé par le moteur de cette petite Juva 4. Et pourquoi Saint-Exupéry? Parce qu'en fait, à un moment, on se met, donc on faisait des relais de 2 heures, et on se met en fait à rêver. On est dans une espèce de méditation mécanique, je dirais. Et on s'est retrouvé en étant à l'écoute du moteur, comme si on n'avait pas le droit qu'il s'arrête, comme si on était au-dessus des Andes en fait. Et on se voyait Mermoz, Saint-Exupéry, donc seul, avec un petit lumignon qui nous servait juste pour regarder la pression d'huile, parce que ça c'était notre grand truc. On a bien fait d'ailleurs de s'occuper de la pression d'huile, puisqu'on a fini par prendre le moteur dans les gencives avec 2 bielles qui nous ont dit que ça suffisait. Mais ces instants ont été des moments absolument incroyables. Et comme un fait exprès, cette nuit-là, c'était au mois de juin donc 2018, on était sur l'anneau avec la pleine lune. Et c'est ce que je disais aussi, on se retrouvait un petit peu comme des surfeurs qui surfent un énorme tube, sauf que celui-ci était de béton et on n'avait qu'un espoir, c'est qu'il ne nous tombe pas sur la tête. Et on passait comme ça sur l'anneau. JC, lui, s'est fait courser par des lièvres, enfin c'est ce qu'il dit. Ça a été quand même quelque chose d'assez mystique quasiment. Et donc c'est pour ça qu'on se prenait pour des aviateurs au-dessus des Andes, parce qu'on n'avait qu'une peur, c'était que le moteur s'arrête. Et donc, moi, j'ai une précision à apporter. Comme je vous l'ai précisé au début, je ne connais que fort peu Igor Bietri, mais a priori, il n'a pas de réputation d'être accro ni à la drogue, ni à l'alcool. Non. Ouais, mais c'est en fait, c'est ouais, mais ce qui est extraordinaire, et je pense qu'il y a des gens qui ne pourront pas l'entendre et d'autres gens qui vont complètement adhérer à ça, on avait vraiment l'impression d'être accompagnés sur le circuit. Et c'est ce qu'on disait, tous les fantômes sont ressortis pour se mettre sur le bord et nous regarder en disant, regarde ces 4 cons-là, ils ont rien d'autre à foutre. Et il y avait quelque chose. Et sincèrement, l'ambiance de nuit, quand on est tout seul sur ce circuit, quand on a eu l'occasion de monter de tenter de monter pendant des heures pour aller au Grand Prix de l'Âge d'Or notamment, ou les courses de superproduction, et qu'on se retrouve là dans cette petite voiture seul au monde sur cet anneau si mythique, c'est vrai qu'on a tendance à voir des fantômes, et notamment ceux de Saint-Exupéry. Mais non, mais je te taquinais, mais je comprends tout à fait. Et je pense que, sans nous être spécifiquement sur Montlhéry, je pense que quand on est fan de voiture, l'ambiance de la conduite de nuit, de toute façon, déjà pour base, cette intimité, quand en plus on est dans une voiture ancienne où il y a peu d'éclairage à l'extérieur, parce que ça éclaire mal comme ce que tu viens de décrire, et à l'intérieur, c'est des éclairages pas brutaux, justement, c'est doux, etc. Et cet environnement où on roule, et enfin, moi, je parle pour moi, mais je pense que mes camarades sont pareils, c'est des grands moments de tranquillité, de sérénité. Et donc, en effet, tu communies avec ton environnement. Donc, je ne suis pas du tout choqué par rapport à ce que tu décris. Et c'est vrai ce que tu dis, parce que autant en pleine journée, on regardait nos montres en disant merde, j'ai encore 3 quarts d'heure à me taper, ça fait 1h15 que je suis dans le machin, et sincèrement, c'est bon, quoi. Et autant de nuit, c'est tout juste si nos mécanos n'étaient pas obligés de nous menacer pour qu'on s'arrête, quoi, parce que il y avait quelque chose d'extraordinaire. On a une image où Thierry Dubois arrive en disant mais ça y est, c'est déjà, bah oui, tu dégages, tu nous laisses monter. Ah mais moi je pouvais rouler encore. Oui, mais tu dégages, c'est à notre tour. Et donc voilà, c'était une ambiance absolument magique. Et c'est vrai que rouler de nuit dans ce petit ferraillou là, ça a été vraiment quand même quelque chose d'assez exceptionnel. C'est pour ça qu'on veut refaire, forcément. Pour finir, je vais poser 2 questions. Pardon ? Avec une anglaise, hein. Ouais, avec une petite anglaise. Avec une petite anglaise qui n'aura pas de toit. Et petite question finale à Roland et Arnaud. En termes d'ambiance, des autos que vous avez eues justement, ambiance intérieure qui donne de la sérénité pour rouler, c'est quoi vous me donnez le produit dans lequel vous avez roulé, vous avez adoré rouler de nuit. C'est une petite question pour finir. Arnaud ? Moi, c'est Lillet, mais comme dit Igor, cette espèce, quand tu as le 6 cylindres qui ronronne, les petits phares qui éclairent pas grand-chose, et puis le tableau de bord, tu as vraiment l'impression d'être dans un avion. La Côte d'Azur en Lillet la nuit, quand tu es tout seul, quand il fait doux,
quand tu as ton petit casque de machin et que tu as mis ton cover tonneau, je veux te dire, c'est le meilleur des médicaments. Hein. T'es le roi du monde. Tu retrouves la banane. Hein. Non, je vais un peu rejoindre ton témoignage, Arnaud, parce que à une époque, j'ai roulé en Jensen Hillet et je faisais des allers-retours Paris-Aix-en-Provence avec. Et pour éviter la foule sur la route, etc., je partais souvent, ça m'est arrivé vers des 3h, 4h du mat. Et quand tu pars, et effectivement, la capote de cette auto était dans un état déplorable, ce qui fait que je crois l'avoir sortie vraiment une fois parce que c'était absolument intenable de ne pas la mettre. Mais sinon, j'ai toujours roulé décapoté dans cette auto, comme tout Anglais d'ailleurs. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il était si abîmé. Et la fraîcheur, l'éclairage absolument fantomatique du tableau de bord, bon, ça brillait pas. Mais la fraîcheur, le vent, le petit coup de tonneau, c'est génial sur les petites routes, là, quand on est à travers la Bourgogne, la Bresse, etc. C'est absolument magnifique. C'est vraiment sympa. On a les odeurs, les parfums. Et peut-être, alors sans être narcissique, mais alors, pas du tout, parce que j'ai roulé dans des épaves et c'est pas le plaisir d'être admiré. Mais quand on roule de nuit dans un machin comme ça, complètement décapoté, avec un gros body, une grosse écharpe, un gros manteau, le regard des quelques mecs qu'on croise, c'est quand même assez drôle. C'est toujours un moment d'étonnement réciproque. Tiens, il y a un autre bus. Mais quand ils nous voient complètement dans un vieux machin qui pétarade, c'est plaisant. Ça ajoute au plaisir, au côté un petit peu décalé du voyage. Moi, je vais terminer très rapidement. Quand j'étais étudiant, j'avais une TR6 PI qui était un peu fatiguée et j'étais étudiant à Troyes et je suis descendu rejoindre un copain à Grenoble. Alors, ne comprenez pas comment j'ai pu faire. Je suis parti par la nationale, décapoté, à minuit de Troyes et je me suis retrouvé, j'ai encore la photo, avec un panneau qui indique le Creusot. Donc, je m'étais un peu loupé. Il y avait un truc qui allait pas vraiment bien. Mais j'ai eu les mêmes sensations et je pense que l'anglaise et ce que je retrouve aussi sur les MX5 par exemple qui sont plus modernes, c'est cette ambiance anglaise de rouler de nuit décapoté. Je pense que c'est des choses. Mais l'ambiance de nuit avec peu d'éclairage, c'est vraiment exceptionnel. Donc je pense que s'il y a un conseil à tirer pour ceux qui vont nous regarder, achetez une anglaise avec une ambiance comme ça. Achetez des phares. Achetez des phares. Et éventuellement un chauffage. Ouais. Oh, bah là, c'est du luxe. Là, ça y est, tu peux péter dans le luxe. Non, dans la Jensen, l'avantage, c'est vrai que même l'hiver, j'ai rarement froid parce que la boîte de vitesse chauffe bien les pieds. Hein. La TR6, c'était pareil. Formidable. À tel point que, en fait, c'est un cabriolet inutilisable l'été, enfin, en tout cas sur des longues distances, parce que la boîte, le soleil, c'était trop, quoi. Les pieds comme des merguez, les jambes comme des merguez, et le soleil qui t'assomme, c'est insupportable. Messieurs, merci beaucoup de vos anecdotes, de vos histoires, de votre bonne humeur et de votre amour de la voiture ancienne de toute marque et de toute origine. Et j'ai bien apprécié en particulier la fin qui a initié Igor et des rebonds qu'on a eus sur l'ambiance. Et définitivement, ça me donne envie d'aller refaire un tour de nuit en sortant une poubelle pour tomber en panne de nuit. Je vous embrasse et à bientôt. Allez, à bientôt. Ciao. Et rappelez-vous, vous pouvez nous retrouver sur nos sites Road Story et Histo Auto, sur notre chaîne YouTube Road Story et en podcast audio sur iTunes, Spotify, Deezer et Google Podcast en recherchant les mots Road et Story. À bientôt.